elle est quand même super parce qu'elle est polyvalente. Ah oui, oui. Tu peux t'en servir effectivement en hiver. Tu as de la place, tu as des toutes petites banquettes, tu peux mettre un petit chien ou vraiment des petites personnes et tu as un coffre quand même. Là, on est dans une voiture moderne. T'as 4 rapports. Ouais, mais je vois. Tu rapports, mais tu vois, les vitesses se passent hyper simplement. Là, je suis en 4e, 1500 tours, le moteur a 7 courbes. Enfin, tu vois, tu reprends tranquillement sans tirer les rapports. Chers petits observateurs, il y a des voitures que l'on aime tout de suite. On ne sait pas forcément pourquoi, elles dégagent quelque chose qui fait qu'elles attirent la sympathie et puis ça devient des classiques, ça devient presque des mythes. Et il fallait que notre ami Philippe Nemeth nous fasse un secret de design sur une MGB GT. Oui, monsieur le Président. Vous allez bien, monsieur C'est toujours Nemeth? un plaisir de parler automobile. Mais avec oui, passion. mais oui, comme je le dis à chaque fois, vous manquez, vos fans disent mais il est où? Il est où, monsieur Nemeth? On se verra. Ça fait un moment que tu as cette voiture. Oui, ça fait presque un an, ouais. Est-ce qu'on peut d'abord parler de sa couleur qui fait que tu l'as acheté pour ça? Oui, Et- j'ai craqué sur sa couleur, qui est un lime green, donc un vert citron, qui est une couleur originale MG. D'après des spécialistes avec lesquels j'ai pu discuter, il semblerait que cette couleur n'était pas proposée en France, mais c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, elle était proposée aux États-Unis. MG, de toute façon, le gros marché des MG et MGB, c'était l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, dans une moindre mesure. Ça, on peut le dire tout de suite, c'est une version que tu as fait venir Tout à des fait. États-Unis. À nouveau, c'est là où il y a le vivier des Triumph TR6 ou des MGB, même des Jaguar Type E. C'est là-bas, aux États-Unis, qu'elles se sont le plus vendues. Donc on en retrouve, et surtout volant à gauche, évidemment, contrairement aux Anglaises ou aux Australiennes ou Japonaises qui sont potentiellement volant à droite. Cette voiture de base, en version cabriolet, a remplacé la MGA en 62 et elle a été conçue, designée, designée au sens anglo-saxon, conçue pour le marché américain, qui souhaitait une voiture utilisable, un peu plus large que la MGA, une voiture beaucoup plus moderne en termes de conception. C'est une caisse autoportante, il n'y a pas de châssis séparé, contrairement à la MGA, qui était encore une construction très traditionnelle, avec un châssis type échelle et une carrosserie posée au-dessus. Donc là, on est dans une conception moderne, une voiture facile. Une voiture facile à conduire, une voiture où les portes sont relativement grandes. À nouveau, c'est une question de relativité, où on peut s'installer à bord correctement, il y a assez de place aux épaules, donc une voiture facile, utilisable, bien dessinée, sympa, l'archétype du cabriolet anglais des années 60. Tu me dis, c'est une voiture qui a eu énormément de succès, que ce soit, alors on la connaît beaucoup en cabriolet, Oui. moins en coupé. Je salue le Club MG avec qui on avait fait une vidéo il y a quelques années, voilà, au CNVA. Mais avec ce haillon, il y en a moins. Mais tu me disais, ça a été un énorme succès. Alors grand succès de la MGB tout confondu, puisqu'elle était fabriquée de 62 à 1980. À peu près un demi-million d'exemplaires. Donc on est vraiment dans la fabrication de masse par rapport à Jaguar, ou Maserati ou autre. Évidemment, c'est pas les mêmes prix, pas le même marché. Mais un demi-million, sont des chiffres quand même très intéressants. Et en 65, est sorti le coupé fastback, très original pour l'époque, avec un haillon arrière qui permet, un petit peu comme une Z4 coupée ou une Z3 ou une Lancia Beta HPE, mais à nouveau en 65, c'était très innovant. La taille, voilà, ça c'est le design plus classique des jantes d'origine. Et donc, tu as quand même, si tu veux enlever la roue de secours, tu as quand même pas mal de place. Tu as des places arrière qui sont symboliques. Tu peux mettre 2 gamins que tu n'avais pas du tout dans le cabriolet. Et donc, on l'a appelé aussi le camback. Pas le comeback, le CAM, K-A-2-M, qui est un ingénieur germano-suisse, aérodynamicien, et qui avait en fait travaillé sur ce type de coupe aérodynamique. La MGB, en sa version de naissance cabriolet, a été dessinée en interne. La GT, donc Grand Turismo en 65, qui est le coupé, a été confiée à Pininfarina. Ah, c'est la maison Pininfarina, je ne savais pas. Et c'est Pininfarina, effectivement, qui est l'auteur, en fait, du dessin de la conversion coupée, donc tout le toit, le vitrage, cette coupe arrière et le haillon.
C'est étonnant, il n'y a pas de sigle nulle part d'habitude. Effectivement, mais comme c'est une conversion, je ne sais pas. Ouais. Je pense que les MG n'a pas voulu les gens du plus spécialisés que moi ou MG auront peut-être une réponse. Peut-être qu'il y avait, j'en ai pas vu avec, je ne saurais pas répondre. L'équilibre, il est quoi? Il est dans les proportions, dans les hauteurs? Il est dans les proportions, dans les galbes que tu vas avoir, dans l'axe qu'on appelle l'accélération de la ligne. Tu la mets où? C'est quoi l'accélération de la ligne? En fait, c'est la courbe. Tu vas effectivement définir quel galbe, quel cintrage. Est-ce que la ligne de toit se trouve là ou là? Tu pourrais la monter ainsi. Ça pourrait être... C'est là où les Italiens étaient très très forts. C'est ce juste équilibre. Ce qui était important aussi, et complètement intégré au développement de la voiture, c'était d'avoir beaucoup de surfaces vitrées. À l'époque, tu n'avais pas de radar anti-recul, radar de recul, tu n'avais pas. Donc c'était important et c'est ce qui est frappant dans une voiture ancienne, c'est que tu as des surfaces vitrées importantes. Pour une voiture qui est très basse. Donc tu vois, tu as un ratio, j'en parle souvent, le ratio vitre-carrosserie. Donc c'était un souhait d'avoir beaucoup de vitrage aussi, contrairement à des meurtrières. Donc comment tu vas équilibrer tout ça? Parce que peut-être que la vitre ici, tu vois, la façon dont ça descend brutalement, si tu avais 1 centimètre de plus, tu n'aurais pas tout à fait le même équilibre. Donc, c'est la justesse du dessin. Je suis incapable de te dire, est-ce que 2 mm plus haut ou plus bas, ça serait bien? Mais c'est des gens qui savaient mesurer et savaient ajuster et faire le juste compromis. Si je te suis, là, ce qui est très intéressant par rapport aux voitures modernes, il n'y a aucune illusion d'optique pour allonger, etc. Il n'y a pas de tricherie là, quelque part. Il n'y a pas de trompe-l'œil. Effectivement, souvent sur la voiture moderne, tu vas peut-être avoir les montants de pare-brise noirs, donc avoir l'illusion d'avoir le toit flottant. Tu as plein effectivement des petits trucs et astuces que j'appelle plus des trompe-l'œil comme les architectes. Pas de la tricherie, on va dire un trompe-l'œil. Mais effectivement, là, ça triche pas. Alors, tu vois, ce joint, par exemple, il n'est pas très beau, mais bon, voilà, tu relis sur une Rolls, tu l'aurais pas. Parce que tu aurais eu des ouvriers qui auraient soudé, poncé, ça aurait été qu'on l'avait vu on est sur d'accord, c'est le raccordement L avant. Oui, parce que et là c'est un joint de fer mais qui est repeint, c'est ça? Voilà, qui fait la transition parce que tu as une pièce là, une pièce là, une pièce là. Si tu voulais le masquer pour que ça soit tout lisse, tout joli, il faudrait meuler, c'est ce qui se faisait sur les Rolls. Ouais. Tu es sur une Shadow, en fait t'as pas et c'est pas une seule pièce. Mais là, en termes de fabrication de masse, tu ne peux pas te permettre. Donc voilà, c'est assemblé, ensuite tu mets le joint, bam. D'accord. Autre question, le joint chromé au milieu, est-ce qu'il cache une section un peu comme dans les Lotus Esprit? Non, c'est de la tôle, contrairement à une Lotus Esprit où effectivement il y avait un raccord de moule en polyester. Là, non, c'est tout de la tôle, c'est purement décoratif. Bon, t'as le petit bosselet, mais qui donne un petit peu de rigidité quand même visuelle à la voiture. De fait d'avoir cette petite marche, ça donne une rigidité visuelle. Mais ça se faisait beaucoup d'avoir le petit... Il y avait beaucoup de chrome quand même sur ces voitures, les pare-chocs, les tours de phare. Alors ici, on peut remarquer qu'elle a une petite plaque qui n'est pas forcément aux normes parce qu'elle a l'encadrement de phare US. Donc effectivement, il faudrait... Si on est puriste, il faudrait avoir les chiffres sur 2 lignes, mais je trouvais ça très laid, donc j'ai fait faire ça. Il y a un autre point qui me frappe, tu parlais du porte-à-faux avant qui est inexistant. En revanche... À l'arrière, il y en a un peu, mais ça se fait. À l'arrière, il est assez long. Moi, j'avais lu, notamment chez Jaguar, il disait que pour que les voitures soient élégantes, on les rallonge avec des porte-à-faux, justement. Ça donne une... Là, il est imposant par rapport à... Les voitures de cette époque, propulsion. Grande majorité des voitures étaient propulsion, donc moteur longitudinal à l'avant, roue arrière motrice, avait un empattement, un porte-à-faux arrière avant court et un porte-à-faux long à l'arrière. Les voitures modernes, c'est beaucoup plus équilibré. Mais on a l'impression qu'elles sont sculptées par le vent, que ça les emmène, on a l'impression que ça les ferait plus vite, non? C'est effectivement sans avoir de travail spécifique, comme on peut le voir sur des voitures modernes, où on essaie de créer du mouvement, et il y a tout un art stylistique avec la gestion des reflets. Là, je pense sincèrement qu'il ne se posait pas ces questions, mais il se fait que ce très grand capot, aujourd'hui, tu ne ferais pas ça, parce que tu as un habitat qui est quand même hyper limité. Tu n'aurais pas un capot aussi long, tu aurais beaucoup plus de place. Elle a presque un capot un peu trop long, les roues sont presque trop projetées à l'avant. Cette pièce, elle est presque trop longue. C'est marrant que tu dises presque en même temps, c'est ce qui lui donne son statut, son élégance. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je veux dire, c'est un peu bizarre entre guillemets, d'avoir une telle pièce de tôle. Peut-être que plus naturellement, tu mettrais le passage de roue là et tu aurais un peu plus... Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'adore
j'adore, tu sais, ma Lancia Beta HPE, il faudra la mettre à côté. C'est un peu des breaks de chasse, mais sans être des breaks de chasse. La Jaguar Eventer, qui est un pur break de chasse, elle a quelque chose de très charmant que j'aime beaucoup. Un mot sur l'habitacle, qui est tellement anglais, je te laisse aller. Mais qui est très moderne, en fait. On est, ce que je te disais au volant, on a des Komodo qui sont placés à des endroits normaux. Tu as le Neyman qui est un endroit normal, tu ne vas pas aller le farfouiller derrière. Tu as les compteurs que tu peux voir. Là, on est dans une utilisation, tu peux rouler en ville, dans la circulation de 2026, à mon avis, sans problème. Le levier de vitesse, il tombe sous la main comme les MX-5. Hein, ouais, t'as complètement. 4 vitesses, Tu sais, MX-5, c'était une MGB moderne. Hein. C'était l'idée. Hein. Alors, un grand serait pas très à l'aise, mais effectivement, tu as les pédales rapprochées. Regarde la distance entre le... là, tu es en seconde. Et c'est ce que fait toujours Guirao. Il dit quand on peut faire ça, c'est qu'il est bien placé. Ouais. D'accord. Si je suis maître Guirao, je suis content. Le starter, choke, il est là. Tu as même un petit truc lock pour le verrouiller. Mais sur les Triumph, tu as un bouton qui n'est pas identifié, enfin pas toujours. Là, c'est-à-dire tout est simple. Alors moi, je voudrais comprendre aussi, c'est quoi ces gros boutons là qui ont une logique et qui m'échappent? C'est le chauffage? Alors, il y a, oui, c'est le casque de Darth Vader. Ouais, c'est les Komodo de chauffage. Alors, tu as l'interrupteur de, comment dirais-je, de ventilation on-off, et là, tu positionnes en fait les clapets. Ça, il y avait quand même des designers qui travaillaient sur la mise en place de tout ça, où tu me dis qu'à l'époque, c'était un peu il n'y avait pas de styliste. Il y a des gens, effectivement, qui ont conçu et qui ont mis les éléments. Et il y a eu un dessin qui a été fait, mais je ne pense pas qu'il y ait 50 choix stylistiques et de dire que cette section, on l'a fait un peu plus grosse parce que ça fait ça. Et là, on va travailler sur le rebord qui va donner. Et là, on a un clin d'œil à la MGA. Non, c'était, je pense, beaucoup plus basique. Et ce qui était important, c'est d'avoir les compteurs en face. Et un peu mais à nouveau, la planche est très moderne pour une voiture de ces années. On est même avec la console centrale, l'autoradio, si tu veux mettre un autoradio, l'allume-cigare, la boîte à gants, tu es plus dans une config années 80. C'était très moderne. Et donc, on est sur un 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus simple et basique. Alors là, on peut voir quand même, apprécier que la voiture a été donc restaurée intégralement, donc tout est joli, toutes les peintures donc 4 cylindres en ligne, 1,8 litre, 2 carburateur SU. Ce qui me frappe toujours dans les voitures d'époque, c'est la place qu'il y avait sous les capots. Maintenant, le bonheur des mécaniciens, effectivement, si tu veux changer même les bougies ou n'importe quoi. Quel bonheur. Là, tu me dis le radiateur a été un peu modernisé. Oui, et puis un radiateur d'huile aussi, donc qui est pas mal. Donc les 6 cylindres et 8 cylindres en V avaient l'avantage d'avoir la puissance, le bruit, le couple, mais apparemment était quand même très lourde sur le train avant. Donc la voiture, elle est naturellement née avec ce petit 4 cylindres et ça lui va bien. In the moment, wake up feeling no pain, long stretches, get to remember it. Elle est quand même super parce qu'elle est polyvalente. Ah oui, oui. Tu peux t'en servir effectivement en hiver. Tu as de la place, tu as des toutes petites banquettes, tu peux mettre un petit chien ou vraiment des petites personnes et tu as un coffre quand même. Les Komodo sont modernes, tu n'as pas besoin d'aller farfouiller, bon sang, où sont les... Tu as des clignotants comme des clignotants, avec même un petit témoin, tu vois. Ouais. C'est des petites choses bêtes, mais sur des voitures un peu plus anciennes, ça peut être très 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 déroutant de ne pas, de pas avoir du tout cette ergonomie. Là, on est dans une voiture moderne. T'as 4 rapports. Ouais, mais je vois. 4 rapports, mais tu vois, les vitesses se passent hyper simplement. Là, je suis en 4e. 1500 tours, le moteur a assez de courbe. Tu vois, tu reprends tranquillement sans tirer les rapports. Alors, tu as une direction très très directe, forcément, sans assistance. Et c'est ça qui est sympa. Bon, on est proche du volant. Moi, je suis pas très grand. Un grand gabarit comme toi ou plus grand, c'est pas très confortable. La suspension arrière. C'est des suspensions qu'on appelle la ressort à lame, donc c'est une ancienne technologie, donc c'est pas super confortable. À l'avant, le train est beaucoup plus moderne, les Anglais savaient faire. Après, c'est pas gênant, sauf que voilà, ça,
t'as pas le confort Oh, ouaté. moi, je trouve que ça va. Hein. Et c'est une voiture qui n'est pas terrifiante à conduire. À nouveau, une voiture un peu plus ancienne avec des freins à tambour, c'est très effrayant parce que ça freine pas. Là, on a des freins à disque. Sur les 4 roues, Non, pas à l'avant ça. à l'avant. Est-ce que c'est une bonne voiture pour démarrer en collection? Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que tu as tout le charme d'une ancienne voiture des années 60. Elles sont relativement fiables. Tu trouves toutes les pièces et beaucoup de spécialistes. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens hyper spécialisés comme pour des Rolls-Royce ou des Jaguar V12. Là-dessus, quelqu'un qui bricole, qui aime bien un carburateur, même quelqu'un qui sait réparer une 2 chevaux, ok, c'est pas le même type de carburateur, Ouais, mais il va y il arriver. sera pas mal à l'aise. D'accord. Ah, c'est beau ça, ces petites routes là. Ouais, je fais gaffe parce qu'on voit pas grand-chose, on est assez bas dans une voiture moderne, dans une voiture ancienne, pardon. Lapsus. Ouais. Take me along the way. Qu'est-ce que c'est que cette antenne fouet là? Bon, qui l'antenne la est fout, dégueulasse, là? Ouais. elle a rien à faire là, il y en a une autre dans le coffre, je la changerai. Elle est très très laide, elle a rien à faire là. On est d'accord. T'as pas de radio en plus. Non, tu peux mettre une radio là. Ça aurait pas vraiment de sens d'avoir une radio. Non.